Bonjour Julien. Bonjour. Enchantée, on vient de passer quelques minutes ensemble, mais c'était une première. Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Talositi, je suis la coprésidente du syndicat des professionnels de la naturopathie et je suis ravie d'être avec Julien Massé, qui est docteur en biochimie et en microbiologie et qui est co-gérant du laboratoire Pianto. On va passer un petit peu de temps ensemble, Julien, pour présenter qu'est-ce que sont les produits fermentés et pour qu'on comprenne un petit peu mieux l'intérêt pour notre organisme de consommer ce genre de produits. Je me permettrai peut-être d'intervenir pendant votre conférence pour vous poser des questions. Je vais faire un peu les questions de l'Assemblée, même si on n'est que tous les deux en train de tourner maintenant et que les gens vont nous voir en replay, mais je vais essayer de me projeter. En tout cas, vous me disiez juste avant qu'il ne faut pas qu'on hésite à vous faire des mails si on a des questions et si on veut en Tout à savoir fait. plus, que vous et vos équipes sont disponibles. Donc ça, je vous en remercie. Et votre laboratoire est un jeune laboratoire partenaire, même si voilà, c'est ma petite blague du moment. Donc c'est pour ça que vous voyez notre petit rictus. Étant donné que vous venez tout juste de nous rejoindre, on aura l'occasion de vous voir peut-être lors de nos interventions du webinaire du mardi ou de certaines autres interventions pour qu'on puisse faire découvrir votre gamme à nos professionnels et à nos apprenants. Là, si vous êtes bien entendu grand public, parce qu'on a aussi cette cible pendant notre congrès, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel qui pourra vous conseiller au mieux sur la consommation de ce genre de produits. C'est pas pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul, hein, c'est pour que vous puissiez en savoir plus, être un petit peu plus informé et vous rapprocher des professionnels compétents. À vous de jouer, Julien. Parfait. Un grand merci. Donc, merci pour cette introduction. Merci également pour cette invitation et l'opportunité de pouvoir parler des produits fermentés. Comme vous l'avez dit, les produits Piento sont basés sur la fermentation et donc c'était important pour nous d'expliquer en quoi les produits fermentés sont intéressants à notre santé. Donc voilà, n'hésitez pas surtout pas à poser des questions en cours, ce sera avec plaisir que je tenterai d'y répondre. Alors, avant de commencer la présentation en elle-même sur les produits fermentés, je pensais dire quelques mots quand même sur qui nous sommes, la société Pianto, parce que même si nous sommes jeunes partenaires, comme vous disiez, on est une vieille société, puisque en fait, le Pianto a été créé en 1900, enfin dans les années 50, 1958 exactement. Et la réflexion derrière ce produit, c'était de créer un produit qui puisse pallier aux carences alimentaires de l'époque. Puisque à l'époque, la Seconde Guerre mondiale était pas trop loin. Je vous rappelle quand même que l'étiquette rationnement a quand même duré jusque dans les années 50. Et qu'à l'époque, il y avait encore des soucis alimentaires, de carences alimentaires. Et donc, l'idée derrière la conception du produit, c'était justement de pallier à ces carences en apportant des micronutriments qui soient facilement assimilables. Donc ça, c'était vraiment l'objectif qu'on va retrouver encore maintenant, puisque la formule n'a quasi pas évolué depuis. Maintenant, comme je disais, les produits Pianto et la gamme la petite sœur de Pianto, donc les Pianto Biotiques, est une gamme qui est basée sur la fermentation. Et ce processus de fermentation, en fait, va vraiment permettre de produire toute une série de micronutriments naturellement lors de ce processus. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'à l'époque, en 1958, donc même si les connaissances sur le microbiote n'étaient pas connues, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, il y avait quand même cette importance de la fermentation des bactéries et du rôle de ces bactéries sur notre santé, même si, comme je disais, à l'époque, on ne savait pas exactement par quels moyens ça passait. Alors, juste pour nous situer, donc nous sommes une société, nous sommes situés au Luxembourg, mais les produits, même si la situation a changé par rapport à 1958, le Pianto reste toujours d'actualité puisque même si on n'a pas les mêmes problèmes alimentaires qu'à l'époque, il y a quand même avec l'agriculture intensive, excusez-moi, toujours des problèmes au niveau de la qualité de nutriments. Voilà, personne ne peut contester que la qualité alimentaire a diminué depuis plusieurs années.
et qu'on a toujours besoin de retrouver ces micronutriments, et donc ça, on sait que le Piento est intéressant. Donc il va apporter des acides aminés, des vitamines, du magnésium, enfin, toute une série de minéraux, toute une série de micronutriments dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Et oui, comme je disais, nous sommes situés au Grand-Duché du Luxembourg, dans le nord du Grand-Duché, dans un petit village qui s'appelle Vincrange, et nous sommes en fait situés là depuis 1975, et c'est là que nous avons nos laboratoires, nos unités de production, et vous pouvez voir notre usine, nos laboratoires sur cette vidéo. C'est un endroit parfaitement naturel puisqu'on est situé dans la grande région des Ardennes, et c'est toujours un plaisir de travailler dans un endroit naturel lorsqu'on conçoit des produits naturels. Donc ça peut paraître parfois anodin pour certains, mais personnellement c'est un vrai plaisir d'être en contact avec la nature tous les jours et pas être dans un zoning industriel. Donc voilà, ça c'est ma petite chance, je vais dire. Bien, après cette brève introduction, arrivons vraiment donc à la gamme des produits, enfin pardon, pas la gamme, mais le produit fermenté. Essayons de voir ensemble ce que ces produits peuvent apporter. Alors, je le dis tout de suite, je ne vais pas commencer à faire une liste exhaustive des produits fermentés, ça n'a aucun sens. De un, parce qu'il y a une très très grande diversité. Il faut savoir, on va le voir, que les produits fermentés sont très simples, mais que cette simplicité va conduire à une très grande diversité, et qu'il serait trop difficile de les lister et d'essayer de les qualifier, de les quantifier. Donc, on va plutôt essayer de se concentrer sur la fermentation, qu'est-ce que la fermentation peut apporter, pour ensuite faire un choix éclairé sur les produits fermentés qu'on devrait utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, on va quand même parler un tout petit peu de microbiote. Ce n'est pas le but de la présentation, mais voilà, les produits fermentés vont passer inévitablement par l'action sur le microbiote, et donc on sera quand même obligé d'en parler un petit peu pour comprendre l'action des produits fermentés. Alors, quand je fais une présentation, j'aime toujours revenir un petit peu sur l'histoire du sujet, parce que pour comprendre où on en est aujourd'hui, il est souvent important de savoir d'où on vient. Et lorsqu'on regarde l'histoire des produits fermentés, on se rend compte que ce n'est pas du tout nouveau. C'est peut-être évident pour certains, mais quand j'en discute, eh bien, on a souvent l'impression que les produits lactofermentés, c'est récent. Voilà. On en parle de plus en plus maintenant, et donc on a l'impression que c'est tout nouveau, mais pas du tout. Nos ancêtres ont compris depuis de très très nombreuses années, des milliers d'années, l'importance des produits fermentés. J'en veux pour deux exemples. Premièrement, cette momie qu'on a retrouvée en Chine, qui a été en fait retrouvée avec un collier de perles de lait fermenté. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous apprend que nos ancêtres arrivaient à fermenter ou à utiliser la fermentation, mais de deux également que cette fermentation avait une importance dans la culture, puisque ici cette personne était enterrée avec. Et ça semblait être une personne importante dans le groupe. Et donc, voilà, ces attributs de richesse étaient enterrés avec elle. Donc, ce collier semble être également une chose importante pour nos ancêtres. Autre exemple qu'on cite également assez souvent lorsqu'on parle de produits fermentés, ce sont ces poteries retrouvées en Pologne, où on a retrouvé des traces de lait fermenté sur ces poteries. Et donc là, ça date d'il y a 7000 ans. Donc là, de nouveau, rien de neuf sur le sujet. Alors maintenant qu'on sait que nos ancêtres fermentaient leurs aliments, la première question à se poser, c'est pourquoi? Parce que cette fermentation n'a, de prime abord, pas beaucoup de sens. Dans le sens où, lorsqu'on imagine nos ancêtres, on imagine une période où il y avait un accès à l'alimentation qui était limité. Et donc, cette fermentation qui consiste en fait à dégrader l'aliment n'était pas évidente, puisque la quantité alimentaire allait être diminuée par cette fermentation. En effet, quand on fermente, on va
produire des micro-organismes. Les micro-organismes vont se développer, mais on va également produire des déchets qui sont parfois éliminés, comme le CO2, et des déchets qui ne pourraient pas être assimilés et utilisés par l'organisme. Donc, on voit que cette fermentation avait certainement énormément d'avantages pour pouvoir concéder une perte de quantité alimentaire. Maintenant, je vous dis déjà, et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce genre de choses, mais qualité et quantité alimentaire sont des choses qui ne sont pas forcément liées. Et donc, on va voir que la qualité nutritive de ces aliments est améliorée, mais ce n'est pas la seule raison. Alors, il est toujours difficile de dire, d'être dans la tête de nos ancêtres, mais je pense sérieusement que la première raison pour laquelle ils fermentaient leurs aliments, c'était la conservation. Donc, quand nos ancêtres sont passés de chasseurs-cueilleurs à cultivateurs, ils ont dû conserver des aliments sur de longues périodes. Et vous le savez tous, lorsque vous laissez un aliment à l'air libre, eh bien, très souvent, il va se dégrader, il va commencer à pourrir. Et donc, cette fermentation est en fait une sorte de maîtriser cette pourriture, c'est une sorte de pourriture noble. Puisque lorsque vous arrivez à fermenter, vous allez avoir des micro-organismes, des bactéries, des levures, qui vont en fait déjà coloniser l'espace, donc empêcher des bactéries pathogènes potentiellement d'arriver, également consommer la nourriture et donc empêcher les autres contaminants d'arriver, et surtout de produire des composés antimicrobiens qui vont là également lutter contre les contaminations de bactéries pathogènes. Donc, vous voyez que la conservation est un élément important et une raison importante pour la fermentation. Une autre raison importante de la fermentation, c'était certainement la toxicité des aliments, la diminution de la toxicité des aliments. Et ça, on a plusieurs exemples qui sont assez intéressants. Un des premiers qu'on peut citer, c'est le lait. Nos ancêtres avaient encore plus de problèmes que nous avec le lait. Et donc, la fermentation du lait est un moyen de diminuer cette toxicité, puisque lors de la fermentation, il y a consommation du lactose et donc réduction des problèmes dus à la consommation de ces produits laitiers. Donc, vous voyez que là aussi, c'est une raison intéressante, cette diminution de toxicité. Il y a un autre exemple aussi qui est extrêmement utile, extrêmement intéressant, c'est la diminution de la toxicité des céréales. Donc, il faut savoir que les céréales que nos ancêtres cultivaient n'étaient pas les mêmes céréales que nous avons aujourd'hui. Il y a eu une sélection qui s'est faite au cours du temps des céréales utilisées. Et les céréales ancestrales contenaient une concentration de phytates beaucoup plus importante que les céréales actuelles. Et ces phytates, en fait, ce sont ces grosses molécules que vous voyez ici. Alors, sans rentrer dans le détail chimique de ces phytates, vous constatez quand même qu'il y a pas mal de pôles négatifs. Vous voyez des charges, des petits moins sur les atomes d'oxygène de cette grosse molécule. Et en fait, ces atomes négatifs vont agir en fait comme des aimants pour les molécules qui sont chargées positivement. Et ça a son importance puisque parmi ces molécules chargées positivement, on va retrouver notamment le calcium, le fer, le magnésium, toute une série d'atomes, d'ingrédients, de nutriments qu'on pourrait ingérer. Et le problème de ces phytates, c'est qu'ils ne sont pas digérés. Cela signifie donc que lorsque vous ingérez des phytates, eh bien, ils vont fixer, dans cet exemple-ci, le calcium, et que l'absence de digestion va faire que les phytates vont être éliminés par le tube digestif et que par cette élimination, on va également éliminer le calcium. Et donc, toute une série d'éléments, comme je disais, le calcium, le fer, le magnésium, eh bien, vont être éliminés lors de la consommation. Des phytates ne seront pas absorbés, donc ne pourront pas agir sur notre organisme. Et donc, c'est une raison qui expliquerait pourquoi, lorsqu'on étudie nos ancêtres, lorsqu'ils sont passés de chasseurs-cueilleurs à cultivateurs, eh bien, on constate souvent une diminution de la taille, une diminution de la durée de vie, une diminution de la qualité osseuse, de la qualité de la dentition, parce que justement, il y aurait un manque d'apport au niveau du magnésium, du calcium, du fer, etc., qui aurait entraîné ces problèmes que nos ancêtres ont constatés. Donc,
gros problème avec les céréales. Et il se trouve qu'en fait, la fermentation de ces céréales permettait de dégrader les phytates. Donc, la fermentation, le levain, permet de dégrader ces phytates et donc d'éviter ce problème qui était observé chez nos ancêtres. Donc là aussi, la fermentation a permis de diminuer la toxicité des céréales de l'époque. Alors, on pourrait citer pas mal d'exemples de produits qui sont fermentés et qui permettent de diminuer la toxicité. On pourrait citer l'olive, le chou, le café, le chocolat. Pour l'ensemble de ces produits, faites par exemple l'expérience cet été. Si vous avez des olives sur un arbre, vous pouvez en goûter quelques-unes. Vous allez vite avoir des petits problèmes digestifs, alors qu'une olive qui a été fermentée, les olives qu'on consomme habituellement, eh bien, ne causent pas ce type de problème. Et pour les plus attentifs et les intéressés d'entre vous, vous avez peut-être noté que le café et le chocolat sont des produits fermentés. Donc ça peut être une excellente nouvelle pour certains. Mais on va voir par la suite qu'il y a d'autres produits aussi fermentés tout aussi intéressants, voire plus. Alors, si je reviens à nos produits fermentés, à leur définition, si je prends la définition, je veux dire Wikipédia des produits fermentés, eh bien, ces produits fermentés sont une transformation d'une substance organique sous l'influence d'enzymes produites par des micro-organismes. On voit donc que la définition est assez simple, assez courte, puisque si on la décortique, on se rend compte que pour fermenter, on a besoin de micro-organismes d'un côté, d'aliments de l'autre, et l'ensemble associé avec un peu d'eau va donner un produit fermenté. On a donc une très très grande variabilité au niveau des micro-organismes qu'on peut retrouver dans la nature. On a une très grande variabilité aussi au niveau des aliments, des fruits, des légumes qu'on peut essayer de fermenter. Et donc, on se rend compte que la diversité des produits fermentés est énorme. On a donc besoin, c'est pour ça que je disais en introduction, qu'on a besoin de comprendre ce que ces produits fermentés sont pour pouvoir faire ensuite des choix éclairés et que ce serait impossible de faire une liste exhaustive. Maintenant, lorsqu'on regarde les produits fermentés, lorsqu'on regarde plus exactement ces deux images, on sent bien que même si cet ensemble des produits fermentés est extrêmement large, il y a une très très grande différence de qualité. Enfin, c'est quelque chose d'assez vite perceptible. Vous avez donc ces deux images. D'un côté, vous avez des légumes lactofermentés. De l'autre côté, vous avez du pain qui a été fait avec de la levure. Vous avez du vin, vous avez du fromage. Tous ces produits font partie de la grande famille des produits fermentés, mais on sent bien qu'ils n'ont pas tout à fait la même qualité, qu'on se tournera plutôt vers l'un que l'autre si on veut avoir une alimentation de qualité. Et donc, on va essayer maintenant de voir un petit peu ce que regroupent ces différents produits fermentés et essayer de les distinguer. Donc, oui, ça c'est ce que je disais précédemment. Donc, grande diversité de produits fermentés, impossible de faire une synthèse, chaque produit est différent et la compréhension des mécanismes permet de faire un choix éclairé. Alors, pour faire un choix éclairé, il est extrêmement important de comprendre l'évolution de la fermentation parce que cela va conduire à des différences de résultats très importantes. La première fermentation, alors ici j'ai subdivisé l'évolution de la fermentation en 3 étapes. Je le dis tout de suite, c'est une subdivision purement personnelle, mais qui permet de comprendre un peu mieux les différents types de fermentation. La première type de fermentation dont on pourrait parler, c'est la fermentation spontanée. Tout simplement, dans ce cas-ci, les micro-organismes qui sont dans notre environnement vont coloniser l'aliment qu'on a sélectionné et vont commencer à le fermenter. Vous avez donc une très, très grande diversité de résultats. Vous avez, parfois, ça peut très bien fonctionner, ça peut donner quelque chose de formidable. D'autres fois, ça peut donner quelque chose de totalement impropre à la consommation. Mais cette fermentation spontanée a permis d'initier la fermentation. Donc, c'est certainement la façon dont nos ancêtres ont commencé à fermenter. Ils se sont rendus compte que dans certaines situations, eh bien, la fermentation allait donner des éléments positifs. Par exemple, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes,
en fonction de la période à laquelle vous êtes. Tout ça peut influencer la fermentation. Donc, vous l'avez vu avec notre situation géographique, nous sommes originaires enfin, personnellement, moi, je suis belge, et en Belgique, en fait, on a pas mal de bières, de brasseurs, et nos ancêtres disaient que en hiver, brasse qui veut, en été, brasse qui peut. Tout simplement parce que la température, les éléments extérieurs comme la température, l'humidité, allaient influencer la fermentation de la bière et qu'il était beaucoup plus difficile de faire de la bière en été qu'en hiver. C'est aussi pour ça que la bière s'est plus développée au nord de l'Europe, alors que le vin, c'était plus au sud. Donc, vous voyez que les éléments environnants vont influencer la fermentation. Alors, replaçons-nous à la place de nos ancêtres. Ils avaient cette situation où, dans certains cas, il y avait une fermentation qui ne donnait strictement rien, qui ne donnait aucun produit qui pouvait être consommé. Et donc, ils ont commencé à vouloir essayer de dompter cette fermentation et essayer de la répliquer. Et donc, pour essayer d'avoir une sorte de standardisation, une espèce de réplicabilité de la fermentation. Et donc, dans ce genre de situation, ce qu'ils font, très souvent, ils prennent une partie du produit fermenté pour réinoculer un second. Ceux qui font du levain comprennent tout à fait ce type de fermentation domptée. On est exactement dans cette situation. On prend une partie du levain pour le répliquer, pour le recommencer, et ainsi de suite. Cette fermentation est très intéressante parce qu'elle permet une certaine reproductibilité, mais permet quand même d'avoir un cœur constant, je veux dire une efficacité constante, mais qui est associée avec une évolution de la fermentation. Je m'explique. Si je reprends le cas du levain, eh bien, vous avez ceux qui font du levain ont certainement observé que votre levain n'est pas le même en hiver qu'en été parce qu'il a évolué. Vous prenez une partie de levain d'une de vos connaissances ou vous donnez une partie de votre levain à une connaissance, eh bien, ce levain va évoluer différemment parce qu'il ne se développe pas au même endroit, parce qu'il est influencé. Mais par contre, il va toujours permettre de faire lever du pain dans la majorité des cas, puisqu'il y a un cœur, un centre qui est toujours efficace, mais qui est agrémenté d'une évolution qui dépend de l'environnement. Donc ça, c'est la fermentation domptée. Puis, vous avez la fermentation contrôlée. Cette fermentation, c'est vraiment la fermentation où la science a poussé à l'extrême la fermentation. On a sélectionné des bactéries, des micro-organismes très spécifiques pour leur efficacité. Et on a donc quelque chose d'hyper reproductible. Donc là, on est vraiment dans l'industrialisation de la fermentation. On veut que chaque fois que la personne consomme un produit, elle retrouve exactement le même produit. Donc ça, c'est vraiment le cas extrême. Et donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la bière, eh bien, vous avez des catalogues de levures où vous pouvez sélectionner votre levure en fonction du parfum que vous voulez avoir, de l'amertume que vous voulez avoir, etc., etc. Et donc, vous avez quelque chose d'hyper reproductible. Maintenant, donc, vous avez ces trois approches, et ces trois approches, en fait, ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. La fermentation spontanée va donner une très grande diversité de résultats, une très grande richesse. C'est là vraiment où la nature va permettre de donner tout son potentiel, tandis que la fermentation contrôlée, on a quelque chose d'hyper reproductible. On peut comprendre aussi ce besoin de standardisation, mais on a un appauvrissement total au niveau microbiologique, c'est-à-dire qu'on va utiliser un micro-organisme très souvent et on va produire un composé où on va orienter le micro-organisme dans une certaine direction en oubliant tout le reste. Et cette approche peut avoir des conséquences parfois dramatiques. Ici, il y a une étude très intéressante qui a repris l'efficacité de souches utilisées pour la production du fromage, mais ils ont étudié ces souches pas dans le cadre de la production du fromage, mais dans le cadre de la lutte contre les infections, contre les contaminations dans le fromage. Et donc ici, ils ont comparé différentes souches
industrielle et artisanale, on va dire, ou qui étaient utilisées par nos ancêtres. Et ils ont essayé de voir comment ils pouvaient lutter contre des contaminations. Et on constate que par rapport à l'hystéria, la souche ancestrale permet de lutter 100 fois mieux que les souches actuelles. Et là, en fait, il n'y a pas énormément malheureusement de surprises quand on connaît un peu la microbiologie, parce que tout simplement, lorsque vous sélectionnez un micro-organisme pour l'orienter dans une certaine direction, dans ce cas-ci la production de fromage, eh bien automatiquement vous allez perdre des fonctionnalités que ce micro-organisme pouvait apporter par le passé. Ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre, c'est inévitable. Et donc, cette contrainte qui a été appliquée aux micro-organismes pour la production de fromage eh bien, conduit à une diminution de l'efficacité contre les contaminations. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir des conséquences dramatiques, puisque dans le scandale Lactalis, qui s'était déroulé il y a plusieurs années, eh bien, une usine de production de fromage avait été contaminée. C'était la seconde fois que cette usine était contaminée. Et la solution qui a été trouvée pour lutter contre la contamination, c'était de détruire l'usine et de la reconstruire. Donc, vous voyez que cette hypersélection peut conduire à des contraintes, à des problèmes, à des effets secondaires. Donc, c'est quelque chose à utiliser, mais à utiliser avec parcimonie et en essayant d'être le plus conscient possible de ses limites. Et alors, pour la petite histoire, si vous avez déjà visité des productions de fromage ancestrales par des artisans, très souvent, ça va être dans des caves, ça va être sur des étagères en bois. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ça avait son importance, puisque le bois, par exemple, allait conserver, allait être un nid aux bactéries qui allaient pouvoir coloniser et faire le fromage. Donc, vous voyez que nos ancêtres avaient compris beaucoup de choses, même s'ils n'avaient pas compris de la même façon que nous, mais de manière empirique, ils avaient trouvé des choses très intéressantes, parfois très utiles d'essayer de les étudier avec un esprit ouvert. Voilà, fermeture de la parenthèse. Alors, pour revenir aux produits fermentés, même si les produits fermentés tendent à diminuer dans nos sociétés, puisqu'on a des systèmes de conservation qui sont quand même très efficaces avec tout ce qui est frigo, etc., eh bien, on garde quand même une proportion importante de produits fermentés dans notre alimentation. Cette étude avait repris l'ensemble des produits fermentés consommés dans une population. C'était en Allemagne. Et on constate quand même que quasi 30% de l'alimentation ici des Allemands était constituée de produits fermentés. Globalement, si on le fait en France, je pense qu'on aura des résultats sensiblement les mêmes. On aura peut-être une inversion de la bière et du vin dans la liste des ingrédients, mais globalement, on va avoir quelque chose de très similaire. Maintenant, regardez quand même cette liste, le café, les yaourts, la bière, le pain, le vin, le fromage. Si on se base sur ce qu'on a dit au début, on n'est pas sur les produits fermentés les plus qualitatifs non plus, mais vous allez quand même voir, enfin, on a quand même constaté que même si ces produits étaient pas forcément des plus grandes qualités au niveau de la fermentation sur les standards actuels, eh bien, ces produits fermentés pouvaient quand même apporter un bénéfice à notre santé. Alors, justement, quels sont les avantages des produits fermentés? Les avantages sont étudiés dans différentes études. Alors, vous allez voir que dans pas mal d'études, je parle de résultats qui sont à prendre avec des pincettes. Là, je veux être totalement transparent sur le sujet et je veux être, c'est assez important quand on fait une présentation de montrer les avantages, mais également les limites des études qu'on utilise. Malheureusement, on se trouve dans des études sur des aliments. Et on le sait tous, dans l'alimentaire, il n'y a pas de brevet, donc moins d'argent, et donc moins d'investissement sur la recherche. Donc voilà, on va quand même essayer de voir ce que les études peuvent nous apporter, nous indiquer sur la fermentation. Alors, premièrement, on sait que la fermentation permet d'apporter pas mal d'ingrédients actifs, peuvent produire pas mal
d'éléments très intéressants comme des vitamines. Et ici, j'ai pris 3 exemples. Le premier, vous voyez ce fromage avec cette croûte très orangée. En fait, cette croûte est très riche en vitamine A. Vous allez avoir également dans la choucroute une production naturelle de vitamine C. Dans les yaourts, vous avez des productions naturelles de vitamine B. Et dans le natto, qui est ce plat asiatique, qui est en fait du soja fermenté, eh bien, ce produit va apporter beaucoup de vitamine K. Donc, vous voyez, le premier intérêt des produits fermentés, c'est justement l'apport de ces nutriments, de ces micronutriments, dans ce cas-ci des vitamines, mais il y en a beaucoup d'autres. Le deuxième avantage qu'on pourrait citer, c'est l'apport de micro-organismes. Alors ça, c'est le point le plus, je vais dire, évident lorsqu'on parle des produits fermentés, c'est les bactéries qu'on pourrait apporter. Alors, quand on parle de ça, on pense souvent aux bonnes bactéries. En réalité, je n'aime pas trop ce terme parce que du point de vue microbiologique, une bactérie n'est pas bonne ou elle n'est pas mauvaise. Elle va être bonne ou mauvaise en fonction de la situation et, dans laquelle elle se trouve. Et donc, c'est difficile de faire une caractérisation telle qu'elle. Mais il n'empêche que l'apport de micro-organismes reste un avantage dans le cas des produits fermentés. Ceci dit, comme je le disais, c'est certainement le point le plus évident. Et comme pour un iceberg, c'est, je pense, la partie immergée. Donc, ce n'est pas la partie la plus intéressante des produits fermentés. On en parle juste après. Mais pour revenir à ces bactéries, eh bien, il faut savoir qu'un produit fermenté arrive à apporter un grand nombre de micro-organismes. J'avais été assez étonné de ce chiffre quand j'en avais entendu parler. Donc, une dose de produit fermenté, donc quand on parle de dose, c'est une cuillère, une tranche, une portion. Eh bien, une dose de produit fermenté va apporter 1 milliard de micro-organismes. C'est énorme parce que pour ceux qui connaissent un tout petit peu les probiotiques, très souvent, les fabricants de probiotiques vont se battre sur quelques milliards, sur 2, 3, 4, 5, 6 milliards. Et ici, avec une dose de produit fermenté, on a déjà 1 milliard de micro-organismes. Donc, ça déjà, c'est assez intéressant. Ensuite, on va également apporter une diversité de micro-organismes. Très souvent, ce sont des produits fermentés de manière artisanale ou vous faites chez vous, vous allez apporter une grande diversité de micro-organismes. Vous n'allez pas apporter une seule bactérie comme très souvent les probiotiques. Et puis, là aussi, ces micro-organismes peuvent apporter des avantages. On a ainsi des études qui montrent que les souches végétales auraient des effets anti-inflammatoires. Alors, je dis aurait parce que vraiment sur les probiotiques, on a énormément d'études à boire et à manger. Et il est très difficile de s'y retrouver. Et on va voir par la suite qu'il y a d'autres facteurs qui vont influencer le succès des bactéries qu'on pourrait ingérer et que le terrain, mais là c'est quelque chose que je ne vous apprendrai pas, le terrain va être quelque chose de fondamental, mais il y a une étude assez récente qui apporte un nouvel éclairage vraiment très, très intéressant. Donc, d'un côté, on a l'apport des micro-organismes, qui est, comme je disais, le sommet immergé de l'iceberg. Et pour moi, le reste de l'iceberg, eh bien, ça va être les produits de fermentation. Parce que ces produits de fermentation vont être extrêmement nombreux et vont pouvoir apporter vont apporter de nombreux avantages. Alors, si on revient un tout petit peu sur le schéma de la fermentation, une fermentation, ça se passe en plusieurs étapes. Bon, on va partir dans un premier temps d'une matière première, donc un aliment, un fruit, un légume, que vous allez faire fermenter. Donc, vous allez le mettre avec des micro-organismes. Vous allez également avoir des enzymes qui vont être produites et qui vont être apportées. Vous allez avoir également des éléments extérieurs qui vont influencer la fermentation, comme la présence de sel, l'exemple de la lactofermentation, de nitrates, de sulfites. On va également avoir des éléments environnementaux comme la présence ou l'absence d'oxygène qui vont influencer la fermentation. Et l'ensemble de ces paramètres, en fait, va donner différentes propriétés, donc comme des textures, des odeurs, parfois bonnes, parfois mauvaises, va donner aussi des caractéristiques de conservation, va également permettre de réduire
Certains éléments, comme les phytates dont on a parlé tout à l'heure, des allergènes, peuvent être également diminués par la fermentation. Les FODMAP également sont diminués par la fermentation. Enfin bref, il y a pas mal d'exemples comme ça de diminution de toxicité, comme on l'a vu en introduction. Et puis, on va surtout produire toute une série d'éléments comme des peptides, des composés phénoliques, des neurotransmetteurs, des vitamines. Vous allez avoir également des acides gras à chaîne courte, comme le lactate, le butyrate. Vous allez avoir toute une série d'éléments qui vont être produits et qui vont nous aider notre organisme et qui vont travailler sur de nombreuses fonctions métaboliques. Et c'est ça, en ça aussi que les produits fermentés sont très intéressants, c'est qu'ils vont avoir une action beaucoup plus large parce qu'ils vont, en apportant un grand nombre de composés, ils vont agir de manière à plusieurs endroits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, c'est cette grande diversité de composés apportés par la fermentation. Donc ça, c'est un premier point. Et alors, comme je disais, les nutriments qui sont apportés par la fermentation, contrairement aux bactéries, lorsque les bactéries sont ingérées, elles vont rester dans la lumière intestinale, si tout se passe bien. Contrairement aux produits de fermentation, donc notamment aux acides gras à chaîne courte, qui, eux, peuvent passer la barrière intestinale, qui peuvent être absorbés et peuvent agir sur l'ensemble de l'organisme. Et on a pas mal d'exemples comme ça où des composés produits par la fermentation peuvent avoir des effets sur le contrôle de l'appétit, sur la régulation de l'énergie, sur la gestion du stress, sur le foie, sur la gestion du métabolisme lipidique, etc., etc. Il y a de très nombreux exemples à citer. On peut également citer qu'on a détecté dans des produits fermentés du GABA. Donc, le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est responsable du sommeil. Et donc, là aussi, c'est quelque chose d'intéressant à investiguer. C'est voir en quoi la fermentation, le microbiote, puisque ces deux éléments-là sont liés, puisqu'ils fermentent tous les deux, eh bien, comment on pourrait influencer notamment la qualité de notre sommeil via notre microbiote ou via la consommation de produits fermentés. Donc, vous voyez le scope, l'éventail d'applications ou d'utilité de la fermentation est extrêmement large. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, j'aimerais juste citer quand même un point sur les métabolites, c'est que les métabolites les plus importants ne sont pas forcément ceux qui sont présents dans la plus grande quantité. J'insiste vraiment sur ce concept de diversité qui est pour moi beaucoup plus important que d'apporter un composé en grande quantité. Je prends juste un exemple pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Le kombucha est un produit fermenté qui est souvent mis en avant. Et lorsque vous regardez des études sur le kombucha, vous regardez les composés qui sont présents en plus grande quantité, eh bien, vous allez retrouver de l'acide acétique et de l'éthanol. Si je veux de l'acide acétique, je peux prendre une cuillère de vinaigre, ça ira tout aussi bien. Si je veux de l'éthanol, on sait tous où je peux en trouver. Tout ça pour dire que l'avantage du kombucha ne vient pas de ces composés qui sont présents dans les plus grandes quantités. Je pense sincèrement que les composés qui sont présents en plus petite quantité, mais qui sont présents en grand nombre, en grande diversité, vont pouvoir apporter un meilleur bénéfice pour notre santé que l'un ou l'autre composé. Alors, maintenant, si on essaye de regarder les études qui sont à notre disposition sur la fermentation, eh bien, on a quelques études qui étudient l'impact des produits fermentés sur l'inflammation. Et là, malheureusement, comme je disais en introduction sur les résultats scientifiques, eh bien, ces résultats peuvent être mitigés, dans le sens où eh bien, vous voyez certaines études qui vont montrer un effet positif, d'autres études qui vont montrer aucun effet, et un troisième groupe d'études qui pourrait montrer des effets négatifs. Donc voilà, si je voulais être partial et influencer votre connaissance sur les produits fermentés, eh bien, je vous sélectionnerai uniquement les études qui montrent des effets positifs. Mais je pense qu'il est beaucoup plus important de comprendre ce qui se passe réellement et de voir que les choses sont malheureusement beaucoup plus complexes.
Alors, comme je disais, la complexité de l'étude de ce type d'étude vient notamment du caractère alimentaire et de l'absence d'investissement dans ce type de recherche. Nombreuses recherches ont été faites sur 2 semaines. Imaginez étudier l'impact d'un aliment sur 2 semaines, c'est complètement impossible. Donc, il est important de mettre ces résultats en lumière aussi avec la façon dont ça a été conduit. Et puis, un autre problème aussi auquel on est confronté, c'est qu'on a déjà dans notre alimentation une quantité de produits fermentés, je vous le disais tout à l'heure. Et donc, rajouter des produits fermentés dans notre aliment, compléter cette quantité de produits fermentés que nous consommons, est-ce que c'est significatif? Donc là aussi, les études sont difficiles à faire la part des choses. Il faut juste noter une étude assez intéressante dans la conception, c'est étant donné que nous avons déjà des produits fermentés dans notre alimentation, eh bien, l'idée de cette étude, c'était de retirer les produits fermentés de l'alimentation des personnes et de voir s'il y avait un impact négatif sur la santé. Et là, en 2 semaines, on voyait quand même déjà des résultats négatifs sur la santé. Donc, on a quand même pas mal de faisceaux de présomption sur l'impact positif des produits fermentés sur notre santé. On a également des données indirectes sur l'impact des produits fermentés sur notre santé. Alors ici, cette étude s'est concentrée sur les indoles. Donc les indoles, ce sont des composés anti-inflammatoires qui sont produits par la fermentation, qui sont dérivés du tryptophane par la fermentation. Et dans cette étude, des participants ont été divisés en 2 groupes. Un groupe a reçu des yaourts qui contenaient ces fameux indoles, où la production a été faite par fermentation, et un autre groupe qui avait reçu un lait acidifié qui permettait d'avoir une texture, un goût semblable au yaourt consommé, mais qui ne contenait pas d'indoles. Et en fait, on constate par mesure par de prise de sang que les participants qui ont ingéré le yaourt contenant les indoles, eh bien, ont dans leur sang une quantité d'indoles supérieure aux autres participants. Maintenant, la question, c'est est-ce que ces quantités sont significatives? Est-ce qu'elles vont avoir un impact sur la santé? Ça, c'est une question que ne répond pas cette étude. Mais comme je vous dis, on a quand même pas mal de données indirectes, de preuves indirectes sur l'impact positif des produits fermentés sur notre santé. Et puis, dans ces recherches, arrive une étude il y a 1 an, élaborée par une équipe de l'université de Stanford, qui est extrêmement intéressante à plusieurs niveaux. Premier élément intéressant, c'est que cette étude va comparer l'utilisation de fibres, de produits fermentés aux probiotiques. Donc là, vous avez 3 éléments qui vont avoir des effets apparemment positifs ou qui auraient des effets positifs sur la santé, qui vont être comparés. Donc ça, c'est vraiment le premier élément notable sur cette étude. Et puis, cette étude ne va pas se dérouler sur 2 semaines, mais sur 14 semaines, ce qui permet vraiment d'avoir des données plus intéressantes et plus pertinentes sur la fermentation. Dernier point à noter, cette étude se porte sur l'impact des produits fermentés, enfin pas des produits fermentés, des fibres et des probiotiques sur le microbiote et l'inflammation. Donc, on va regarder ces différents éléments durant cette étude. Chose aussi importante à signaler, c'est que les participants en fait avaient un groupe d'aliments à consommer. Il n'y avait pas de restrictions spécifiques dans le sens où sur 14 semaines, il est quand même important de laisser aux participants la liberté de choisir les aliments qu'ils vont consommer. Donc, ils ont un groupe d'aliments fermentés ou contenant des fibres pour du groupe dans lequel ils vont pouvoir les piocher, ce qu'ils vont consommer au cours de l'essai. Alors, quelles sont les données que nous avons à ce sujet? Première information, l'impact de la prise de probiotiques sur le microbiote. Eh bien là, il n'y a pas d'impact de prise de probiotiques sur le microbiote. Il n'y a pas énormément de surprise à cela, dans le sens où rajouter une bactérie au microbiote, ce n'est pas ça qui va permettre de changer
la diversité microbienne des microbiotes des participants. Deuxième élément, sur l'inflammation, pas d'impact des probiotiques sur l'inflammation. Donc là, je prendrai quand même ces données avec précaution, dans le sens où il y a, comme je vous disais il y a quelques minutes, sur les probiotiques, il y a à boire et à manger. C'est très compliqué de s'y retrouver, d'avoir une certitude là-dessus. Donc voilà, mais là encore, on essaiera de trouver des pistes par la suite pour mieux comprendre comment fonctionne notre microbiote. Maintenant, regardons d'un peu plus près les fibres. Donc on a vu les probiotiques, regardons maintenant les fibres. Les fibres vont améliorer la richesse du microbiote. Donc ça, c'est un point très positif, mais cependant sans réelle surprise. On sait depuis de nombreuses années que les fibres ont un impact positif sur le microbiote. Ça a été montré et démontré. Là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais là où l'étude a été extrêmement intéressante, c'est sur l'impact des fibres sur l'inflammation. En fait, lorsqu'ils ont regardé le groupe en entier, ils ont constaté que le groupe il n'y avait pas d'impact significatif sur l'inflammation. Ça, c'était un peu plus surprenant puisque certaines études tentaient quand même à montrer que les fibres permettaient de diminuer l'inflammation, notamment au niveau intestinal, donc ça pouvait être intéressant. Et la grande sagesse de ces chercheurs a fait qu'ils ont été voir plus en détail comment les différents participants allaient réagir. Et donc, vous voyez sur ce graphique, en fait, les différents marqueurs inflammatoires qui ont été augmentés lorsqu'ils sont en rouge ou diminués lorsqu'ils sont en bleu. Et on constate, en fait, qu'il y a différents groupes dans ces participants. Des personnes qui vont réagir positivement à la prise de fibres, qui vont avoir une diminution de l'inflammation suite à la prise de fibres. Vous allez avoir d'autres personnes, par contre, qui vont avoir une augmentation suite à la prise de fibres. Et enfin, un troisième groupe qui n'aura pas de modification de son état inflammatoire suite à la prise de fibres. Et donc, ça, c'est assez surprenant de voir que d'une personne à l'autre, il ne va pas y avoir la même réaction suite à la prise de fibres au niveau du point de vue de l'inflammation. Et donc, la grande question que tout le monde se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui différencie ces différents groupes? Est-ce que c'est l'âge? On sait que des personnes âgées vont réagir un peu plus vite à l'inflammation que des personnes plus jeunes. Bien, il n'y avait pas de différence dans cette étude entre les différents groupes. Est-ce que c'est le sexe? Non, pas de différence. Est-ce que c'est le type de fibre? Puisque les personnes pouvaient avoir accès à différents types alimentaires. On sait que les fibres solubles ou insolubles ne vont pas forcément avoir la même réaction sur l'inflammation. Eh bien là, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de changement. En tout cas, on ne peut pas trouver une différence entre les différents groupes sur base des fibres. En fait, ce qui semble être la cause de cette différence de réaction suite à la prise de fibres, eh bien, c'est l'état initial du microbiote. Les personnes qui ont réagi négativement à la prise de fibres, qui ont eu une augmentation de l'inflammation, eh bien, ces personnes avaient un microbiote de départ faiblement diversifié. Tandis que les personnes qui ont réagi positivement à la prise de fibres, eh bien, avaient un microbiote initial diversifié. Et donc ça, c'est des résultats extrêmement intéressants puisque ça permet de mieux comprendre les résultats que cette étude montre, mais aussi de mieux comprendre, de les mettre en relation avec d'autres problématiques auxquelles nous étions confrontés. Vous l'avez certainement compris, je suis un grand fan du microbiote. Ça fait des années que je l'étudie et que j'étudie son impact sur la santé. Et il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. J'ai toujours été convaincu par l'impact positif des fibres sur le microbiote. Et il y a quelque chose que je ne comprenais pas, c'est que dans certaines problématiques, il était interdit de consommer des fibres. Typiquement, la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, on sait exactement que le microbiote va avoir un impact important sur la genèse de cette maladie. Et pourtant, les personnes qui ont la maladie de Crohn, on ne va pas leur donner, on va leur déconseiller la prise de fibres parce que ça va créer des crampes, ça va créer des problèmes. Et là, en fait, on a une étude qui essaye, ou en tout cas qui apporte une pierre à cette réflexion,
dans le sens où on pourrait imaginer que les personnes qui ont la maladie de Crohn, eh bien, auraient un microbiote tellement peu diversifié que la prise de fibres aurait un impact fortement négatif sur leurs conditions. Donc voilà, ce n'est pas peut-être l'explication, ce n'est peut-être pas la seule et unique explication, mais en tout cas, c'était une pierre intéressante à porter à l'édifice de la compréhension de ce type de problématique. Arrivons maintenant aux produits fermentés. Dans cette étude, les participants qui ont consommé des produits fermentés, eh bien, ont gagné en diversité au niveau de leur microbiote. Donc, c'est une excellente chose puisque, comme on l'a vu, la diversité est vraiment l'élément, le marqueur le plus important d'un microbiote en bonne santé. Donc, plus le microbiote va être diversifié, plus il sera en bonne santé, plus il sera de qualité. Eh bien, la prise de produits fermentés, dans ce cas-ci, a permis d'augmenter la diversité du microbiote chez les participants. C'est une demi-surprise, on pouvait s'y attendre aisément, mais voilà, c'est quand même intéressant comme donnée. Là où ça devient particulièrement intéressant, c'est sur l'analyse de ce qui a été gagné par les participants. C'est-à-dire qu'au début, on a une centaine de familles de souches qui sont identifiées chez les participants. Et à la fin, on a en moyenne 120, 130 familles de souches qui ont été identifiées. Eh bien, étant donné qu'on sait le point de départ, qu'on connaît le point d'arrivée, on peut essayer d'imaginer quelles ont été les souches qui ont été gagnées. Et surtout, de se poser la question, d'où proviennent-elles? Étant donné qu'on a les questionnaires alimentaires, puisqu'on sait ce que les participants ont consommé, on sait également quelles sont les souches qu'elles ont consommées. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que la majorité des souches qui ont été gagnées viennent directement des produits fermentés. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Lorsqu'on regarde ce qui a été gagné, eh bien, seulement une toute petite partie, donc ici la partie en bleu, vient réellement des produits fermentés. Les autres souches qui ont été gagnées ne viennent pas des produits fermentés. Et c'est en ça que cette étude est particulièrement intéressante, c'est qu'elle montre que les produits fermentés ne vont pas apporter directement des souches, des bactéries ou des micro-organismes, mais va plutôt agir sur le terrain. Le terrain de notre microbiote va favoriser l'arrivée, l'implantation de nouvelles souches. Puisqu'en fait, vous le savez certainement, tous les jours, nous allons consommer des bactéries qui nous entourent. Déjà rien que par l'alimentation, mais également par le fait de toucher toute une surface. Vous savez que je ne sais plus combien de fois par heure on porte nos mains à notre bouche, mais c'est un mécanisme naturel qui permet de gagner des bactéries. Et très souvent, la majorité des bactéries que nous allons ingérer vont passer et vont juste transiter par notre système digestif et ne vont pas s'implanter. Ce que va faire les produits fermentés, c'est créer un environnement propice à l'utilisation ou à l'implantation de bactéries qui nous environnent. Et c'est vraiment en ça que cette étude est particulièrement intéressante, c'est sur l'impact du terrain. Et si je reviens à mes probiotiques dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ça explique aussi pourquoi on a une telle diversité de résultats. Chez certaines personnes, on va avoir des effets positifs, d'autres des effets nuls. Tout simplement parce que le terrain chez ces personnes n'est peut-être pas le même. Là encore, c'est une supposition. Et que donc, avant d'agir et de donner quelque chose, il serait intéressant d'agir sur le terrain. Mais de nouveau, ce n'est pas à des naturopathes que je vais apprendre ça. Mais voilà, ça, c'était vraiment quelque chose d'important que je voulais vous transmettre durant cette présentation. Dernier slide pour terminer cette étude. Au niveau de l'inflammation, il y a diminution des marqueurs inflammatoires dans cette étude. Ça doit être encore investigué, confirmé, comme je vous disais. De nouveau, essayons de prendre ça avec raison gardée. Voilà, c'est très positif. C'est vraiment une étude qui marque un tournant dans l'étude des produits fermentés, mais qui soulève aussi beaucoup de questions et qui doivent être confirmées par la suite. Alors, comment résumer cette présentation et comment la conclure?
Eh bien, je commencerai par dire qu'un produit fermenté utilisant un consortium de micro-organismes va apporter plus de richesse. Donc, personnellement, je préférais le kéfir, le kombucha, le levain, plutôt au vin et à la levure, pas au pain et à la levure, qui n'apportent pas grand-chose en termes de qualité de fermentation. Attention, il faut toujours rappeler que dans ce genre de situation, on parle beaucoup de micro-organismes, de coopération, de microbiote. C'est vraiment un domaine qu'on est en train de découvrir et qui est en pleine évolution. Je me rappelle des présentations que je faisais il y a 5 ans. J'avoue que je ne dirais plus la même chose au jour d'aujourd'hui et peut-être et sûrement même que dans 5 ou 10 ans, je ne dirais plus la même chose qu'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des connaissances qui sont en perpétuelle amélioration, mais voilà la lecture qu'on peut en avoir au jour d'aujourd'hui. Et puis, autre point important, plus la fermentation sera longue, plus la différence de composés sera grande également. Et ça aussi, c'est un point important parce que du point de vue industriel, on a souvent le regard productivité, rendement, et donc on va souvent s'arrêter très rapidement. Donc, à partir du moment, en fait, la fermentation, on le verra juste après, la fermentation a une courbe exponentielle. Et donc, on va très souvent s'arrêter à 80% de la fermentation parce que c'est amplement suffisant et que pour gagner les 20 derniers pourcents, ça prendrait beaucoup trop de temps et c'est plus facile de recommencer une fermentation pour en reproduire. Donc, le temps est un facteur important qui peut jouer en la faveur des produits fermentés. Maintenant, je vous ai longuement parlé des produits fermentés. J'espère que je vous ai partagé et convaincu, que je vous ai partagé ma conviction de l'intérêt des produits fermentés. Mais je pense qu'il était aussi important de vous montrer en quoi le Piento, qui est un produit fermenté, était différent d'un produit fermenté que vous pouvez avoir ou que vous pouvez faire chez vous. Première différence d'importance, c'est que le Piento se base sur une fermentation, mais ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que la production du Piento passe par 3 étapes. La fermentation, la lyse cellulaire et la concentration. 3 étapes en fait qui vont avoir un objectif bien précis qui est de faire des micronutriments facilement assimilables. Donc, ces 2 objectifs, ces 2 éléments sont cruciaux pour bien comprendre ces 3 étapes. Donc, on va produire les nutriments dans la phase 1, on va les dégrader, en fait, on va les découper pour former des micronutriments dans la phase 2, et puis on va sélectionner uniquement ceux qui seront facilement assimilables durant la phase 3. Alors, la fermentation du Piento, en fait, c'est une fermentation de betterave. Alors, l'intérêt de la betterave, c'est qu'elle est riche en bétaïne, qu'elle contient de nombreux antioxydants. Mais comme je dis souvent, ce n'est pas la betterave qui est l'élément principal. Tout simplement parce que la betterave va être quasi totalement dégradée par la fermentation. Si je vous remets ce schéma que je vous montrais tout à l'heure, donc vous avez ici un aliment. Lorsque l'aliment est fermenté, eh bien, une partie de cet aliment va être transformée en micro-organismes et en déchets, en métabolites. Eh bien, en réalité, dans le Piento, on va vraiment pousser à l'extrême ce concept. On va avoir une proportion de betterave à la fin qui est totalement minoritaire. Et nous avons majoritairement les métabolites, les fameux métabolites dont je vous parlais tout à l'heure. Et nous avons également les bactéries qui ont permis de faire cette fermentation. Et en fait, cette fermentation, pour être réalisée, a besoin d'une grande quantité de betterave. En fait, pour produire 1 kg de betterave fermentée, on a besoin entre 50 et 60 kg de betterave. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et on a un processus tout à fait unique de fermentation. Pas que la fermentation que vous pouvez faire chez vous soit mauvaise, loin de là, mais vous avez une grande différence. Si vous faites un jus de betterave fermenté chez vous, c'est tout à fait bon, allez-y, je vous encourage, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous pourriez retrouver dans le Piento, justement par ce concept, cette fermentation poussée à l'extrême. Et puis, autre point important, c'est le type de fermentation que nous allons utiliser. Je vous rappelle ce schéma que je vous présentais tout à l'heure. Vous avez d'un côté la fermentation spontanée, qui est très diversifiée, qui est très riche, mais qui peut donner parfois des résultats positifs ou négatifs.
vous avez la fermentation domptée, qui est un peu entre les deux, et puis la fermentation contrôlée, qui est hyper standardisée, mais qui ne va pas apporter une grande diversité, une grande richesse au niveau de la qualité de la fermentation. Et la question, c'est de savoir où nous nous situons dans ce type de fermentation. Eh bien, en fait, dans la fermentation que nous allons réaliser, le temps est un élément essentiel. Si je reprends ce graphique de l'évolution de la fermentation, je vous parlais de cette courbe exponentielle, eh bien, vous allez avoir 80% de la fermentation qui est rapidement produite. Et en fait, cette fermentation est une fermentation contrôlée. Donc, on sait exactement quels sont les micro-organismes qui sont mis en œuvre dans notre fermentation, tout simplement parce qu'on veut avoir quelque chose de reproductible. Lorsque une personne va acheter le Piento, on veut que s'il l'achète une seconde fois, il retombe sur des résultats similaires et quasi identiques. On ne veut pas que ces résultats soient aléatoires. Donc, il y a une certaine part de contrôle qui doit être faite. Cependant, après cette phase de contrôle, en fait, on va laisser la fermentation. On va avoir une sorte de seconde étape de fermentation qui est la fermentation spontanée, qui, elle, va durer plusieurs mois. Et donc, le graphique le rend assez mal sur la durée, mais la première partie se déroule en quelques jours, quelques semaines. La seconde partie va se dérouler sur plusieurs mois. Et ça en sert aussi que le produit est unique, c'est que le temps pris pour le réaliser est long. Alors, vous le verrez après, le produit n'est pas un produit bon marché, c'est pas le premier prix, mais le temps et les ingrédients qui sont mis en œuvre font que malheureusement, voilà, c'est une des raisons du prix du produit qui est de 56 € pour une bouteille, en sachant que quand même on a 39 jours de cure dans une bouteille, donc on a quand même un prix à la journée qui est inférieur à un prix d'un café que vous pourriez acheter. Mais voilà, vous avez quand même l'explication aussi derrière la fermentation du Piento. Et cette seconde étape de fermentation spontanée, en fait, a vraiment pour but d'apporter un grand nombre de métabolites qui puissent être produits par la fermentation, qui puissent augmenter la richesse de cette fermentation. Ensuite, nous avons l'étape de lyse cellulaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but de cette présentation, mais voilà, lors de cette étape de lyse cellulaire, on va découper les macromolécules en micronutriments. Donc, c'est vraiment le but pour avoir quelque chose qui puisse être absorbé le plus rapidement possible, puisque les petites molécules vont passer plus facilement la barrière intestinale. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le Piento contient énormément de magnésium. C'est un magnésium qui est hautement biodisponible. Mais si vous lisez l'étiquette, vous allez voir que, il faut quand même le signaler, si vous lisez l'étiquette, vous allez voir que le magnésium qui est mis en œuvre, c'est de l'oxyde de magnésium. Alors, je tiens à le signaler quand même parce que l'oxyde de magnésium est considéré comme la pire des solutions à utiliser pour la biodisponibilité. Et je vous ai dit que l'objectif du produit, c'était justement d'avoir quelque chose de hautement biodisponible. Vous avez des explications qu'on peut vous donner plus en détail sur notre site internet. Vous avez des vidéos explicatives qui permettent de l'expliquer. Mais ici, la technique de mise en œuvre du magnésium permet en fait d'avoir dans le produit du magnésium libre. En fait, dans le produit fini, vous n'avez plus d'oxyde de magnésium. Là aussi, grâce au processus qu'on a mis en œuvre, on a vraiment cette biodisponibilité qui est améliorée, puisque quand on le mesure, on a des biodisponibilités supérieures à 99%. Vous voyez, vraiment, ce point est un élément essentiel pour nous, mais un peu long à expliquer, donc c'est pour ça que je passe assez vite dessus. Et encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez savoir exactement comment ça se passe, on est vraiment à votre disposition pour l'expliquer. Ça pourrait être l'occasion d'une autre conférence, sinon, Julien, parce que je pense qu'effectivement,
nos clients qui risquent de regarder sur la bouteille peuvent nous poser la question, donc il faut qu'on puisse leur répondre. Et je pense que ça sera une bonne idée pour un webinaire du mardi qu'on parte là-dessus. Comme ça, Avec, on pourra expliquer justement comment, du fait du procédé de fabrication, l'oxyde de magnésium peut avoir un haut potentiel d'absorption et rassurer les usagers qui risquent de voir ça sur la bouteille et qui disent ah bah le naturo m'a conseillé. Non, non, oui. on peut l'expliquer. Oui, mais en fait, avant de commencer la présentation, on parlait justement de notre envie de mieux communiquer sur le produit et d'être beaucoup plus transparent et d'apporter des informations techniques aux naturopathes parce que le produit est complexe. Si vous lisez l'étiquette, vous allez retrouver dans les ingrédients betterave fermentée. Oui, ok. Franchement, ça ne dit pas grand-chose. Quand vous voyez l'explication que je vous ai donnée, vous voyez que l'importance de la betterave fermentée est beaucoup plus importante et en fait, ce sont tous les micronutriments qui sont apportés par cette fermentation qui sont importants. Le magnésium, c'est exactement la même chose. Le magnésium que vous avez sur l'étiquette qui est mis en œuvre n'est pas du tout le même que celui que vous allez avoir au final. Et donc, c'est important de bien expliquer en détail ce que nous avons et donc ce sera avec grand plaisir qu'on pourra faire une autre Bon, formation sur parfait. le sujet. On prend date comme ça, juste après. Dernier point, la concentration. Donc, la concentration en fait permet de sélectionner uniquement les micronutriments qui vont être facilement assimilables. C'est-à-dire que dans le mélange qu'on a à ce moment-là, on a des éléments qui ne pourraient pas être facilement assimilés et donc on veut les éliminer. Et ça représente une part non négligeable du produit puisqu'à cette étape, on retire entre 30 et 40% du produit. Donc, c'est conséquent. On veut vraiment garder le cœur d'efficacité, les éléments les plus essentiels pour la santé. On va également enrichir le produit avec d'autres ingrédients qui vont permettre d'avoir un pouvoir antioxydant important. De nouveau, là, je passe assez rapidement, mais on pourra en reparler plus en détail. Le pouvoir antioxydant mesuré par Testorac du produit est très élevé par rapport à d'autres ingrédients naturels qui sont connus pour leur pouvoir antioxydant également. Donc, 3 étapes, fermentation, lyse, concentration. Fermentation poussée à l'extrême, la lyse qui permet d'avoir des micronutriments, la concentration qui permet de les sélectionner et de les fournir à l'organisme de manière hautement biodisponible. Donc, 3 étapes qui ont vraiment une logique qui permettent d'avoir quelque chose un produit très efficace à la fin. Et donc, au final, vous allez retrouver le produit Piento Classique, donc qui contient une grande quantité de magnésium, donc 95% des apports journaliers en magnésium sont fournis par le Piento Classique. Alors, très simplement, pourquoi pas 100%? Tout simplement parce que la France limite à 95%, mais voilà, ça fait partie de la législation et auquel on se plie bien sûr. Vous avez une grande biodisponibilité des ingrédients. Parmi les micronutriments que vous allez avoir de nombreux acides aminés. Tous les acides aminés essentiels sont présents. Vous avez les micronutriments, vous avez des vitamines naturellement présentes. Vous avez bien sûr une action bénéfique sur le microbiote grâce à la fermentation, mais pas que sur le microbiote, puisqu'on a vu que les produits de fermentation, les métabolites de fermentation, avaient des effets importants sur la physiologie, sur la biochimie, sur les fonctions métaboliques de notre organisme. Donc, un produit extrêmement complet et qui, pour nous, est à conseiller comme aliment de terrain. Donc, on parle souvent du Piento comme un aliment de terrain, c'est-à-dire que on va l'utiliser pour de nombreuses indications en cas de stress, en cas de problème digestif, si on veut réguler l'équilibre acido-basique. Enfin, il y a de très nombreuses utilités à ce produit. Tout simplement parce que c'est un aliment de terrain, donc en fait, il va fournir à l'organisme les éléments constitutifs de l'organisme. Ça, c'est un point très important et qui une différence qui est importante de noter par rapport à d'autres produits, c'est-à-dire que dans la philosophie du Piento, par rapport à d'autres produits, souvent un produit il est composé de quelques ingrédients. Et ces ingrédients vont avoir une utilité. Donc, par exemple, vous prenez un produit ou des comprimés qui sont riches en vitamines du groupe B, qui sont riches en acides aminés, voilà, qui vont apporter des éléments en grande quantité.
La philosophie du produit, c'est pas du tout celle-là. La philosophie du Piento, c'est d'apporter un grand nombre de composés très différents, de micronutriments très différents, et ensuite donner à l'organisme la possibilité de les utiliser. Donc en fait, on donne à l'organisme des briques de la vie pour qu'il s'autorégule. On ne va pas, c'est pas nous qui allons autoréguler l'organisme, c'est vraiment le produit qui va permettre à l'organisme de s'autoréguler. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que c'est une différence, une nuance qui est vraiment très importante pour bien comprendre. Je pense que c'est très clair pour nombreux d'entre nous de comprendre que ça va travailler le terrain, l'équilibre total et pas seulement aller nourrir voilà, un ou deux petits éléments. Tout à fait. Dernière information que je voulais vous transmettre, en fait, c'est une nouveauté qui vient de sortir il y a quelques jours. C'était le Piento classique en petit format, donc c'est un format de 125 millilitres. C'est en fait le produit, cette action, on l'a baptisé Start and Go, tout simplement parce que s'est rendu compte que pas mal de personnes n'osaient pas acheter la grande bouteille pour commencer avec le produit, s'ils étaient intéressés, c'était un peu trop important pour eux. Et donc en fait, on a ce petit format 125 millilitres qui a un prix tout à fait abordable, qui permet de tester le produit. Et puis, si le produit convainc, et j'en suis persuadé, eh bien, on pourra passer sur la version Go, on va dire la grande bouteille, qui, elle, est plus intéressante au niveau du coût journalier, qui permet d'avoir une utilisation à long terme. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui était intéressant à signaler. Vraiment pour tester, c'est une solution très intéressante. Merci, effectivement, je pense que ça permet de pouvoir essayer, même si une fois qu'on vous a entendu là pendant cette intervention qui était riche d'un point de vue compréhension et scientifique, c'est ce que j'ai apprécié. On va quand même se lancer et se dire, bon, nous, professionnels, on peut aller essayer de passer sur le Go pour voir ce qu'il en est. Ouais. J'ai bien retenu, moi, qui suis une consommatrice de café, que voilà, ça coûte un café. Je pense que pour faire passer l'information à un certain nombre de nos clients, ça peut être pas mal aussi de leur dire ça. Voilà. Vous prenez un café en moins et on part sur le Pianto pour essayer. Est-ce que vous vouliez nous montrer autre chose ou est-ce que je peux vous enchaîner de questions, Julien? Voilà, vous pouvez tout à fait enchaîner des questions. Je voulais juste vous remercier pour l'attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions plus tard. C'est avec joie qu'on vous répondra. Super. Moi, en tout cas, je vous remercie sur le fait d'avoir été honnête sur l'explication au niveau des études scientifiques. Je pense que on est quand même de nombreux professionnels en naturopathie en ce moment, à passer beaucoup de temps à faire de la veille scientifique et on est très conscient que c'est compliqué quand on part sur quelques jours et sur de l'alimentaire d'avoir un vrai retour. J'espère que dans les années à venir, ça va évoluer et on pourra un peu plus s'appuyer. Vous l'avez mis en lumière sur le fait que c'était plutôt quand on enlève des aliments fermentés ce qu'il en est. Pour l'instant, on a un peu cette vision-là pour les études scientifiques. J'espère qu'à un moment, on va transmuter et qu'on va aller vers autre chose. Mais merci d'avoir eu cette explication qui permet aux jeunes professionnels qui n'ont peut-être pas toujours l'habitude de lire les études d'aller un peu plus loin. On est obligé quand on travaille sur des études scientifiques d'aller un peu plus loin et d'être un petit peu plus ouvert. En tout cas, merci pour la lumière que vous avez fait sur la compréhension. Je pense qu'effectivement, une des spécialités du naturopathe, c'est travailler sur le terrain, rééquilibrer le terrain et ne pas être là comme des donneurs de vitamines ou des donneurs de compléments alimentaires. Ça, je le dis quand même très souvent quand on m'invite lors d'interventions grand public. C'est pas ça notre job. C'est pas donner des gélules ou des granules ou des complexes. C'est vraiment essayer d'accompagner l'organisme à se rééquilibrer. Et je pense que la philosophie du Pianto, c'est vraiment la nôtre. C'est comment faire pour aider l'organisme à s'autoréguler et à pouvoir s'équilibrer. Je pense que c'est aussi le fait de pouvoir réaliser que régulièrement, il faut qu'on s'occupe du terrain de nos clients et que dans notre vision et dans notre prise en charge professionnelle, il faut arrêter d'être là que quand on a une difficulté, une problématique. Et là, je parle aussi aux usagers qui visionnent cette intervention. N'allez pas voir un professionnel ou n'essayez pas le Pianto classique que quand vous rencontrez des difficultés. Il faut que vous puissiez préparer votre microbiote à ce qu'il soit justement un maximum riche. Et on parle du microbiote
microbiote, mais c'est le cas pour tout votre organisme, que vous puissiez être en équilibre le plus possible. Comme ça, lorsque vous rencontrez des petites difficultés, votre organisme peut se rééquilibrer beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est vraiment ce que je dis au quotidien auprès des instances et autres. On n'est pas des donneurs de vitamines. Ça ne marchera pas. Après, on va nous prendre pour des gourous. C'est très clairement pas notre façon de fonctionner. Mais je trouve ça très bien. J'ai bien compris le fait que la fermentation, elle était poussée un peu plus. On voyait bien dans votre schéma ce qu'il en était. Donc, ça permet encore plus d'intégrer la biodisponibilité du fait que vous avez poussé la fermentation un petit peu plus loin. Donc, je pense d'un point de vue chimique, c'est assez simple à entendre. Et en plus, c'est assez simple à expliquer à notre clientèle. Parce qu'une de nos responsabilités, c'est aussi d'expliquer à nos clients pourquoi c'est intéressant de consommer de la betterave fermentée et d'expliquer justement un petit peu plus loin. Je pense que les usagers maintenant, ils sont conscients, ils veulent comprendre ce qu'il en est et c'est super. Mais nous, professionnels, il faut qu'on puisse avoir un maximum d'informations. Donc, on a bien compris que il y avait beaucoup de magnésium dans le Pianto. C'était effectivement noté sur l'étiquette que c'était un oxyde de magnésium, mais dans les faits, du fait de l'ingénierie de fabrication, c'est pas un oxyde de magnésium qui n'est pas facilement assimilable, mais au contraire qui est hautement assimilable. Ça, c'est à nous de l'expliquer. Et je vais pas vous lâcher, Julien, qu'il faut qu'on se recale une date pour le webinaire. Donc, vous pourrez tous de nouveau être présents un mardi pour un webinaire sur le sujet. Okay. On a bien compris le haut potentiel antioxydant. Ça, je pense que c'est pas mal. Et puis, le fait que vous nous ayez mis un slide un peu focus sur les antioxydants, beaucoup de nos consultants veulent aller travailler sur je voudrais prendre quelque chose, j'ai vu à la télé, il me faut des antioxydants. On peut aussi, par le Pianto classique, leur apporter ça, c'est pas mal. Moi, j'avais une question très pratico-pratique pour les usagers qui nous regardent. À quel moment il vaut mieux qu'on consomme le Pianto? Le matin, le midi, l'après-midi, le soir? Vous, comment est-ce que vous le conseillez en termes de consommation? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de moment dans la journée à l'utiliser, mais par contre, quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que on l'utilise souvent, et moi également, dans les aliments. C'est-à-dire que c'est pas comme un complément qu'on prend à part le matin, son petit cachet ou son... Voilà, c'est pas du tout ça. Très souvent, en fait, on va l'associer à l'alimentation. C'est un produit qui est dans un goût salé, même s'il ne contient pas beaucoup de sel, mais qui a quand même ce goût salé. Et donc, personnellement, je l'utilise dans mes préparations pour remplacer le sel. Dans une vinaigrette, on a une version en bouillon qui est vraiment très intéressante, qui est voilà, ici au bureau, très souvent, entre 11h et midi, on se fait notre petite tasse de Pianto. Mais voilà, c'est une habitude aussi purement personnelle. Chaque personne peut se faire sa propre idée. Et c'est pour ça qu'on a développé pas mal de recettes sur notre site Internet. Super. Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que vous devez encourager votre consultant à essayer, à voir comment est-ce qu'il préfère consommer son Pianto. Et ensuite, il pourra l'adapter. Ce qui est bon pour Julien sera peut-être différent pour moi. Ce qui compte, c'est que ça soit mis en pratique. Je pense que la difficulté quand on essaye de faire évoluer la consommation de nos usagers, c'est qu'il faut qu'ils puissent mettre en pratique. Bon, clairement, le petit conditionnement, c'est sympa parce que ils essayent pendant 2 semaines, ils voient ce qu'il en est, ils disent ah bah oui c'est fun. En fin de compte, je m'y tiens bien parce que c'est la difficulté aussi. C'est le client se dit est-ce que je vais tenir? J'ai compris qu'il fallait que je tienne. Voilà, c'est le cas pour tout, hein, pour l'évolution alimentaire et les rééquilibrages alimentaires ou quand on décide de se supplémenter. Donc donner le conseil à vos clients d'essayer, et puis même vous, hein, professionnels en naturopathie ou apprenants, hein, je fais une petite dédicace à mes apprenants, je serais curieuse de voir la prochaine classe virtuelle qui s'est lancée sur le Pianto. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on mette en garde parfois les usagers sur un potentiel risque ou une possible contre-indication, ou on peut détendre nos clients et se dire qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là? Alors, dans la plus grande majorité des cas, il n'y a aucun souci. Il y a juste un point, c'est qu'en fait, c'est un produit qui contient beaucoup de magnésium
Et si on dépasse la dose en fait qui est conseillée, on va surcharger nos capacités, enfin la capacité intestinale à absorber le magnésium. Donc le magnésium ne sera plus absorbé, il va être éliminé. Donc déjà c'est un peu dommage, mais lorsqu'il va éliminer, il va également faciliter le transit et peut-être parfois un peu trop pour les personnes sensibles. Donc bien se tenir à la dose, sinon on pourrait avoir un petit effet sur le transit, même si ça reste très très léger. Hein, c'est pas... Donc, bien expliquer, effectivement, si on a un consultant à qui on a décidé de supplémenter en magnésium, de ne pas le faire pendant qu'on part sur la cure Pianto et de bien penser lors de nos programmes naturopathiques. Et puis, on peut très bien dire pour les personnes qui sont un petit peu sensibles au niveau digestif, commencer par un jour sur deux s'ils sont paniqués et ensuite de voir ce qu'il en est. Je pense que ça peut rassurer tout le monde et ça se passera bien. J'ai vu sur le slide précédent, Julien, que vous avez précisé que le petit conditionnement de Pianto, on le retrouve en magasin et pas sur le site internet. Exactement. Donc, les points de vente physiques, ils sont mis en avant sur votre site. Donc, je pense que pour vous, professionnels, c'est bien aussi de savoir où est-ce que vous pouvez envoyer votre client proche de votre cabinet. Vous savez que nous, au syndicat des professionnels de la naturopathie, on est là aussi pour travailler en équipe avec les professionnels qui sont sur le terrain et qui ont des boutiques. Et puis, bien entendu, il y a aussi la possibilité de retrouver sur le site pianto.fr. Écoutez, moi, j'ai pas d'autres questions. J'ai bien aimé cette intervention. Je vous remercie, Julien. Ah bah, avec grand plaisir. C'était bien. Je pense que c'est bien de façon régulière de réexpliquer que la base, c'est équilibrer le terrain et qu'il y a plein de techniques en naturopathie et essayons d'arrêter d'être juste des distributeurs de cachets et de gélules, ça serait bien. Voilà, je suis pour le conseil de compléments alimentaires, hein, bien entendu, mais si on a aussi des solutions pour essayer d'aider nos consultants à évoluer et à stabiliser leur terrain et à ce que le corps puisse s'auto-corriger de façon régulière, c'est parfait. Exactement. Parfait. Merci infiniment. N'hésitez vous. pas à faire un petit mail à Julien si jamais vous avez des questions. Ne le bombardez pas de mails juste là début juillet lorsque le congrès sera sorti. Vous pouvez patienter 2-3 jours, histoire d'eux. Et au moment où on tourne cette vidéo, on sait qu'on a déjà beaucoup d'inscrits sur le congrès. Donc, j'espère que vous aurez beaucoup de nouveaux naturaux qui vous contacteront et qui auront envie de découvrir la gamme. Moi, perso, je vais aller vite pour essayer d'aller voir le bouillon. Vous m'avez donné envie, Julien. Le coup du bouillon, là, tout de suite. Ah, parfait. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Bon, voilà. Je pense que là, ça a résonné. Mes cellules ont résonné quand vous avez parlé du bouillon. Parfait. Merci beaucoup. Merci. À très vite pour un webinaire sur l'oxyde de magnésium et sur très bientôt. Merci à la tous haute absorption. et merci pour l'invitation. À très bientôt. Avec plaisir. Au revoir.